Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce dernier web café de la saison sur le sujet du job d'été, les contrats saisonniers, les stages, plus largement sur la réglementation qui est plutôt importante à respecter pendant cette période toujours un peu mouvementée. Alors les sujets que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Alors, nous allons voir les CDD de remplacement, les travailleurs étrangers hors Union européenne, les étudiants étrangers, le stage en entreprise, la durée du travail, le temps partiel et avenant temporaire et les congés payés cumulés à la maladie. Alors, pour petit rappel, si vous avez des questions, vous avez le chat à votre disposition et puis on répondra aux questions tout à la fin. Alors, pour le premier sujet, concernant les CDD de remplacement. Alors, ce qui est plutôt assez important à retenir, c'est que vous pouvez procéder de deux manières pour des CDD de remplacement d'un salarié. Donc, soit avec un terme précis au contrat ou terme imprécis. Alors, admettons que vous avez par exemple une salariée qui est en congé maternité. Vous savez qu'elle va revenir qu'au mois de décembre, par exemple. Vous pouvez, dans le contrat, simplement mentionner soit une date de fin de CDD au mois de décembre d'office, ou simplement indiquer que ce sera au retour de Madame X. Vous n'êtes pas obligé de respecter la réglementation par rapport au nombre de renouvellements de contrat. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre salarié est donc en congé de maternité jusqu'au mois de décembre, vous pouvez très bien prévoir euh, un premier CDD de 2 mois, par exemple, renouvelable, et renouvelé comme ça, ainsi de suite, jusqu'au retour du salarié. Voilà pour la première partie. Donc, soit terme précis, soit terme imprécis. Ce qui est aussi important, c'est qu'il faut forcément indiquer une date minimale de durée de votre CDD. Comme c'est un contrat précaire, le gouvernement demande à ce que, en pratique, dans le contrat, le salarié sache au moins jusqu'à quelle date, au minimum, il sera embauché. Donc, je reprends le cas de votre salarié qui est en congé maternité. Vous pouvez très bien mentionner, le CDD sera d'une durée minimale d'1 mois et le CDD se terminera au retour du salarié. Encore une fois, vous ne pouvez pas conserver le salarié au-delà du retour du salarié remplacé. Vous avez un délai de tolérance, on va dire, de 1 à 2 jours, mais une fois que le salarié est de retour, le motif de remplacement étant inopérant, vous ne pouvez pas continuer avec le CDD, sous peine de potentiellement risquer une requalification en CDI, sur demande du salarié. Alors, les erreurs qu'on relève aussi assez souvent dans ce type de contrat, c'est que quand vous utilisez un CDD de remplacement, il faut absolument mentionner le nom de la salariée ou du salarié que vous remplacez dans le contrat de travail de votre salarié que vous prenez. Il faut que ce soit pour le même poste, pour la même durée du travail. Donc, si maintenant votre salarié avait une durée du travail de 25 heures semaine, vous ne pouvez pas le remplacer par une personne qui fera 35 heures semaine. Alors, on aurait tendance à se dire, oui, mais mon salarié nouvellement arrivé est moins efficace que mon salarié ancien, et donc c'est normal qu'il met plus de temps. Mais ce motif-là n'est pas possible. Il faut vraiment faire attention donc, de mentionner le nom du salarié remplacé, le même poste et la même durée du travail. Si vous avez un mécanicien qui est absent, vous ne pouvez pas le remplacer par un mécanicien contrat carrossier. Ça ne marche pas. C'est effectivement un motif de remplacement, sinon vous retombez de nouveau sous l'utilisation classique et usage normal d'un CDD et pardon, pour accroissement temporaire, mais pas pour remplacement. Vous avez généralement aussi une prime de précarité que vous devez payer à la fin du fameux CDD. Alors, il y a des motifs pour lesquels vous pouvez être exonéré de payer de cette prime de précarité. Vous avez par exemple, si vous proposez directement derrière le CDD, un CDI à votre salarié. Donc, il ne faut pas de jour de carence entre les deux. Votre salarié termine son CDD le 15 juin. Il faut que directement le 16 juin, il enchaîne avec un CDI. Vous n'avez pas de prime de précarité. Autre cas, si vous avez des travailleurs étudiants. Alors, dans ce cas-là, il y a une condition à respecter pour ne pas avoir de prime de précarité. Il faut que le travail de l'étudiant se situe entre deux périodes scolaires. Donc, en fait, en réalité, il ne faut pas que l'étudiant soit dans une situation précaire.
il termine une année, je dis n'importe quoi, de licence, première année de licence en mai, il reprend une deuxième année de licence en septembre. Si vous l'embauchez entre les deux, pas de prime de précarité. Si l'étudiant, au contraire, travaille pendant ses cours, par exemple, il a un CDD chez vous de octobre à décembre, c'est pendant ses cours, on considère qu'il est dans une situation de précarité et dans ce cas-là, vous devrez verser l'indemnité de précarité. Donc attention sur cette petite nuance-là. Et autre cas dans lesquels vous n'avez pas de prime de précarité à verser, c'est les contrats saisonniers. Alors on a souvent tendance à vouloir un peu trop en user et en abuser des contrats saisonniers, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat saisonnier, c'est soit saisonnier parce que dans votre convention collective, on vous a donné exactement une période pendant laquelle vous pouvez utiliser ce type de contrat, par exemple au mois de décembre de chaque année, ou alors parce que vous pouvez justifier, vous, par votre activité spécifique, avoir une saisonnalité à cette période ou à cette période. Par exemple, une entreprise qui fabriquait des jouets pourrait très bien justifier d'une période haute en décembre et donc passer par des contrats saisonniers. Mais vous ne pouvez pas prendre des contrats saisonniers de janvier à décembre. Toute l'année, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, si vous respectez les règles au niveau du contrat saisonnier, vous n'avez pas non plus de prime de précarité. Pour les travailleurs étrangers. Alors là, le sujet est aussi très très large. On va le recentrer sur les travailleurs étrangers, mais hors Union européenne, hors algérien, hors britannique, hors suisse, hors monégasque et hors andorran, qui ont des conditions particulières et les autres cas sont plutôt similaires. Donc, si on prend la globalité des autres situations, ce qui est important à retenir, c'est que vous devez donc avoir un titre de séjour et de travail valide. Vous pouvez parfois avoir un titre qui n'est valable que pour le séjour, mais pas pour le travail. Donc il faut faire absolument attention que sur le titre qu'on vous présente, il y ait bien une mention d'autorisation de travail. Alors, vous avez énormément de titres de travail différents. Le plus simple est d'aller voir sur le site du service public. Si maintenant vous avez un titre de séjour, par exemple, long séjour, regroupement familial, enfin long séjour, pardon, ou un titre regroupement familial, vous allez sur le site du service public et puis il vous donne exactement les conditions pour lesquelles ils peuvent ou non travailler. Et généralement, il faut, comme vous le voyez sur l'image à ce niveau-là, vous devez avoir une mention autorisation de travail. Il faut absolument faire cette déclaration auprès de la préfecture au moins 48 heures avant que le travailleur étranger vienne chez vous. Alors, on s'en occupe pour vous. Si vous faites vous-même les contrats, il faudra effectivement penser à bien déclarer auprès de la préfecture. En l'absence de réponse de la préfecture dans les 48 heures, c'est accepté. Plusieurs mises en garde. Alors, pour une première embauche, il faut être vigilant parce qu'il y a un délai d'immatriculation du salarié auprès de la CPN. Le délai peut être parfois un peu plus long, donc il faut être un peu, prévoir en tout cas à l'avance le fait que vous pouvez avoir cette partie administrative de création d'immatriculation auprès de la CPN. Autre cas, quand un salarié, un travailleur étranger demande à venir en France, il peut avoir des démarches administratives à faire. Et ces démarches-là, ça peut être au premier employeur de les payer. On a eu le cas récemment, un employeur qui a dû payer 800 € à l'administration pour les démarches administratives qui ont été faites pour permettre aux salariés de venir. Alors, on a pris ici deux exemples, deux types de séjour et d'autorisation de travail sur lesquels il faut être vigilant. Vous avez par exemple, je vous ai cité avant le regroupement familial, mais vous avez aussi le passeport talent. Peut-être que ça vous parle. Alors, vous pouvez avoir un travailleur étranger avec un titre passeport talent. Alors, ça signifie que vous pouvez l'embaucher seulement pour un emploi hautement qualifié, selon les textes, 3 années d'études supérieures, ou que vous soyez considéré comme une entreprise innovante selon le ministère de l'économie. Donc il y a toute une liste. Et si vous êtes dans ces cas-là, vous pouvez embaucher un salarié avec ce titre-là. Il y a d'autres points, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là sur lesquels il faut être vigilant, c'est que généralement pour un passeport talent, il y a un salaire minimum également à respecter. Et si vous ne le payez pas à ce salaire minimum, le titre saute et vous pouvez avoir également une amende pour non-respect de la législation. Là où éventuellement il faut être vigilant, c'est que si le salarié a au préalable travaillé dans une autre entreprise, qui postule ensuite chez vous, vous pouvez parfaitement l'embaucher, mais il faut faire attention effectivement avec quel titre il décide de postuler chez vous. Si c'est un passeport talent, il faut déjà que vous ayez rempli les premières conditions et ensuite également la condition du salaire, ce qui peut-être ne pas être prévu dans votre cas. Si vous aviez prévu d'embaucher quelqu'un en SMIC et que finalement il faut le payer 3 000 € par mois, ce n'est pas le même résultat.
Alors, une autre question qui revient assez régulièrement, c'est qu'est-ce que je fais si demain, le titre de séjour de mon salarié n'est plus valable? En fait, je l'ai fait travailler et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, il expire aujourd'hui ou même encore pire, il a expiré et il y a déjà plus longtemps. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit français n'est pas applicable à ce salarié-là. Étant donné qu'il n'a pas d'autorisation de travail ou qu'il n'en a plus, le droit du travail n'est pas applicable. C'est-à-dire qu'on n'a pas à respecter une procédure de licenciement. En pratique, et pour s'assurer d'éviter tout de même des contentieux, on écrira au salarié soit en courrier recommandé ou avec un courrier remis en main propre, on lui demandera de justifier d'un titre de séjour valable. Parce que ce qui serait regrettable, ce serait par exemple que vous mettiez un terme au contrat alors qu'en fait, il ne vous a pas donné son titre à jour. Et là, dans ce cas-là, le droit du travail lui est applicable et il pourrait éventuellement vous faire un contentieux pour rupture abusive du contrat de travail. Donc, premier cas, vous voyez que le titre n'est plus valable, vous suspendez immédiatement le contrat de travail, donc vous prévenez votre salarié qui doit justifier dans les 48 heures par exemple d'un titre de séjour valable, et s'il ne le fait pas, vous lui renotifiez par courrier ou remise en main propre pour vous assurer une preuve, un courrier de fin de contrat. Et vous lui dites simplement que compte tenu de la non-transmission de son titre de séjour lui permettant de travailler, le contrat est terminé. Vous n'avez pas d'indemnité à verser et donc pas de procédure disciplinaire à respecter non plus. Ce n'est pas un licenciement. Donc ça, c'est vraiment important. Parfois, on pense qu'il faut qu'on licencie le salarié. En fait, pas du tout. C'est le contrat, le droit du travail ne s'applique pas. Concernant les étudiants étrangers. Alors, concernant les étudiants étrangers, la réglementation est aussi particulière. Vous pouvez les faire travailler que pour 964 heures par an, ce qui correspond en moyenne à 18 heures par semaine. Vous ne pouvez pas les faire travailler plus, sinon vous risquez, comme dans les cas précédents, une amende et de perdre tout simplement le titre pour l'étudiant. La période actuelle étant très très tendue niveau activité, il y a de plus en plus de fraudes au titre de travail, justement. La préfecture préconise dans ces cas-là, en ce moment, hein, encore plus en ce moment, de demander absolument le titre de séjour et en même temps le passeport du salarié. Pas une copie, mais de voir vraiment l'original pour être sûr que tout est conforme et pas que ça vous retombe dessus derrière. Au niveau des stages en entreprise, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez plusieurs moyens d'obtenir une convention de stage. Alors, ça peut être intéressant pour vous l'été, quand vous avez des petites tâches à effectuer, ou à un autre moment, hein, d'utiliser des stagiaires qui sont moins payés, qui sont là pour être formés et éventuellement que vous pouvez embaucher plus tard, qui ont déjà un premier pied dans votre entreprise. Alors, les quatre principaux biais pour obtenir une convention de stage, c'est soit par l'école, euh, sans que ce soit prévu, l'étudiant peut très bien aller voir son école et demander une convention de stage pour l'été. Deuxième moyen, c'est via un organisme de formation. Vous avez un salarié qui suit par exemple une formation avec un organisme. Généralement, l'organisme propose une période de mise en situation professionnelle dans le domaine de la formation. Donc là, c'est également un moyen d'avoir une convention de stage. Vous avez également la mission locale, souvent on l'oublie, mais un travailleur, parfois on peut avoir le cas, vous avez un salarié qui n'a pas de droit au chômage, qui n'a le droit à pas de convention de stage, vous n'êtes pas certain de vouloir l'embaucher, vous pouvez lui demander d'aller voir la mission locale pour avoir une convention de stage, afin de pouvoir le tester quelques jours avant de proposer un contrat. Et enfin, vous avez Pôle emploi qui, bien entendu, vous propose également des périodes de stage. On appelle ça des PMSMP, qui sont des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Tous les Pôles emploi proposent ce système-là. On peut vous accompagner pour la mise en place également. Et en fait, le salarié qui est indemnisé par Pôle emploi va demander à son gestionnaire de dossier Pôle emploi la mise en place d'une PMSMP de 7 à 15 jours. Vous signez, le salarié, enfin l'allocataire signe, Pôle emploi signe et il peut venir chez vous pendant 15 jours. Il est payé par Pôle emploi et derrière, vous pouvez très bien décider de l'embaucher sans déduction sur la période d'essai. Donc voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir tester des salariés et de pouvoir éventuellement proposer une première expérience à des candidats qui seraient à la recherche de travail. Sur les points de vigilance, pas plus de 3 stagiaires dans une entreprise de moins de 20 salariés ou 15% de l'effectif au-delà de 20 salariés. Donc, par exemple, si vous avez 45 salariés, ce n'est pas plus de 7 stagiaires sur une même semaine.
Enfin, la gratification du stagiaire, c'est seulement à partir de 44 jours continus de stage, hein, et donc dès le premier jour. Donc si d'office, vous savez que vous allez avoir 3 mois de stage, dès le premier jour, vous avez une gratification à verser de 3,90 € de l'heure. Ces 3,90 € de l'heure sont exonérés totalement de charges sociales. C'est le minimum. Si vous payez plus, la portion au-delà est bien sûr soumise à charges sociales. Donc voilà, il y a un réel intérêt de pouvoir passer par des stagiaires, notamment de ce fait-là. Ce qui est aussi important, c'est qu'un stagiaire a exactement, quasiment les mêmes droits qu'un salarié dans votre entreprise. C'est-à-dire, il a droit au titre restaurant sans restriction, au remboursement de transport, aux aides CSE, etc., etc. Il y a quelques particularités dans lesquelles on ne va pas rentrer, notamment sur la participation, sur lesquelles il faut quand même qu'ils soient embauchés derrière pour pouvoir bénéficier du montant de la participation. Sur la durée du travail, alors on a effectivement souvent tendance l'été, compte tenu des absences, à tirer un peu sur la corde et faire travailler un peu plus les personnes en place. Alors ce qui est important de retenir, c'est que de manière très simple, on ne peut pas faire travailler en principe un salarié plus de 10 heures par jour, pas plus de 48 heures sur une seule semaine, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. C'est-à-dire que si pendant 11 semaines, vous faites travailler votre salarié 44 heures, la 12e, vous n'avez pas le droit de le faire travailler 48, vous dépassez la moyenne. Pareil, 12 semaines à 44, la 13e, vous ne pouvez pas faire plus que 44 non plus, ni même 44. Il faut à chaque fois être en dessous de cette moyenne-là. Il faut une amplitude maximale de l'horaire quotidien de 13 heures. Donc, si vous faites couper 6 heures, 11 heures, 20 heures, 23 heures, ça fait 17 heures, vous êtes au-delà des 13 heures, ce n'est pas non plus légal. Alors, on aura tendance, nous, à plutôt vous inciter à faire des recrutements. Alors, bien entendu, on sait bien que la période est très, très tendue et que ce n'est pas si facile que ça, de recruter actuellement. Mais vu le prix des heures supplémentaires et la marge de manœuvre que vous avez, il est parfois plus intéressant de mettre vos salariés à 35 heures, de leur faire des heures sup quand ils en ont besoin, plutôt que d'avoir tout le monde à 44 heures, ce qui ne vous laisse pas de marge de manœuvre et surtout vous payer des heures supplémentaires si vous n'avez pas d'accord pour les payer de manière moins élevée, même si généralement le minimum c'est quand même 10%. Donc voilà, attention aux durées du travail. Sur l'activité en soi, une pause de 20 minutes toutes les 6 heures, vous pouvez très bien décider de faire 10 minutes toutes les 3 heures, c'est parfaitement légal. Il faut un repos minimum de 11 heures, un repos minimum hebdomadaire de 36 heures consécutives. Donc prenez 24 heures pour une journée plus les 11 heures du point 2 et vous êtes à 36, et pas plus de 6 jours par semaine, sauf exception quand vous avez des foires, etc. Mais c'est prévu légalement et on ne rentrera pas dans les détails, mais le cas classique, c'est pas plus de 6 jours. Sur le temps partiel et les avenants temporaires. Alors, c'est un sujet très délicat et plutôt technique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, un salarié ne peut pas travailler moins de 24 heures par semaine. Si vous avez un salarié qui travaille moins de 24 heures par semaine, vous devez obtenir un papier de sa part. Il faut que la demande vienne de lui. Par exemple, pour convenance personnelle, je vous demande d'exécuter un travail de moins de 24 heures. Mais étant une situation très précaire, le gouvernement, de base, ne vous autorise pas à faire des contrats de moins de 24 heures. Quand vous avez un salarié à temps partiel, vous ne pouvez pas le faire travailler plus que 125% du temps de son contrat. Au-delà de 125%, il peut demander la requalification de son contrat à temps complet et également en CDI s'il était en CDD. Vous ne pouvez pas non plus amener le salarié à travailler à 35 heures, donc la durée légale du travail, donc c'est toujours en dessous. Donc 34 c'est possible, mais pas 35. Sinon, encore une fois, le salarié pourrait demander la requalification en temps complet. D'un commun accord, vous ne pouvez pas décider non plus avec votre salarié de faire plus que 35, ce n'est pas valable. Si derrière il décide de revenir sur sa parole, il aura gain de cause en cas de contentieux. Encore une fois, les points les plus importants vraiment, je tiens vraiment à ce point-là sur les contrats à temps partiel. Il faut absolument faire attention de ne pas faire un recours abusif aux avenants complémentaires. Donc, on a tendance à vouloir utiliser ce type d'avenant. Donc, soit c'est prévu dans votre convention collective et les choses sont plutôt claires. On vous dit, vous avez le droit à un maximum 3 avenants par an par salarié. Donc là,
Vous savez que si vous dépassez les 3, le salarié peut demander une requalification. Mais si ce n'est pas prévu, c'est en principe interdit. Donc vous ne pouvez pas faire des avenants, sauf à le justifier des avenants complémentaires. Et surtout pas à répétition. Sinon, on rentre de nouveau dans la catégorie activité normale, et donc le salarié pourrait demander à passer dans cette partie-là, activité normale, et donc requalification à temps complet. Sur un salarié à temps complet, on ne mentionne jamais, en tout cas il ne faut pas le faire, les heures de travail dans le contrat. Le faire, ça reviendrait à les contractualiser et vous empêcherait de les modifier par la suite. Donc généralement, on dit que le salarié fait 35 heures et dans une note à part, ou oralement, vous lui dites, ben voilà, les 35 heures sont réparties de cette manière. La chose est complètement différente en cas de contrat à temps partiel. Vous devez absolument mentionner la répartition des heures entre les jours de la semaine ou, si vous ne pouvez pas, entre les semaines du mois, et dans ce cas-là, à condition de donner un planning hebdomadaire à votre salarié. Donc, étant une situation précaire, il faut absolument que le salarié sache quelles heures et à quel moment il va faire ses heures dans la semaine. Et ça, c'est absolument contractualisé. On voit souvent un peu des abus à ce niveau-là, et le salarié est encore une fois en droit de redemander une requalification à temps complet, même 3 ans plus tard. C'est-à-dire que dès le premier abus, le salarié peut très bien continuer à travailler chez vous à temps partiel. Au bout de 3 ans, il dit, ah ben moi, en septembre 2019, j'ai dépassé la durée légale, ou on n'a pas mentionné la bonne durée dans mon contrat, je demande la requalification, et vous devez payer rétroactivement le temps complet. Donc les conséquences peuvent être assez dramatiques. Encore un point qui n'est souvent pas pris en compte, c'est que si votre salarié est par exemple à 19 heures semaine, mais qu'il exécute sur une période de 12 semaines consécutives ou sur 15 semaines, 12 semaines pendant 15 semaines, 2 heures en moyenne de plus, elles sont automatiquement contractualisées. C'est-à-dire, et il faut l'accord du salarié, surtout le salarié peut s'y opposer, mais en principe, il ne faut pas son accord écrit. Si je reprends mon exemple du salarié à 19 heures, admettons qu'il fait 21 heures, donc 2 heures sup pendant 12 semaines consécutives. Vous ne dites rien, il ne dit rien, il repasse à 19 heures. 6 mois plus tard, il peut très bien dire, eh ben, moi, il y a 6 mois, j'ai travaillé plus que 2 heures en moyenne sur 12 semaines. J'ai mes 2 heures, donc automatiquement, j'avais ces 2 heures inclus dans mon contrat de travail. Je demande le paiement de ces 2 heures que je n'ai plus effectué depuis 6 mois. Donc, vous avez le texte ici, c'est l'article L 3123-13 du Code du travail. Je vous invite à le reconsulter si l'explication n'était pas claire. Mais en tout cas, il faut bien faire attention à ce point-là. Le salarié peut refuser et vous le dire, maintenant, moi, j'ai fait plus, mais je ne veux pas augmenter la durée du travail. Mais s'il ne dit rien, c'est automatiquement validé. Donc, attention à ce point-là. Enfin, alors une question qui revient régulièrement, on va pouvoir éclaircir ça aujourd'hui. Alors, lorsque vous avez un salarié qui a des congés payés et qui tombe en maladie, par exemple le 2e jour de ses congés, souvent on nous demande qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends en compte ses congés ou est-ce que je prends en compte sa maladie? Alors, il y a 2 différences. Le droit du travail prend en considération toujours la première cause de suspension du contrat de travail. Et ça, peu importe dans quel cas. Par exemple, vous notifiez une mise à pied disciplinaire à votre salarié, il se met en maladie le lendemain, c'est la mise à pied disciplinaire qui vaut. Dans le cas de la maladie, votre salarié est en congé, il tombe en maladie le lendemain, c'est le congé qui prévaut. Et donc pas la maladie parce que la première cause est bien le congé. En droit européen, c'est l'inverse. En droit européen, les juges estiment que le salarié n'ayant pas pu se reposer pendant son congé, du moment qu'il y a une maladie, c'est la maladie qui prime. Il y a plusieurs arrêts régulièrement d'ailleurs sur ce sujet-là, où vous avez des cas d'employeurs français qui décident d'appliquer le droit français, donc de ne pas reporter les jours de congé quand le salarié tombe en maladie. Si le salarié ne conteste pas, vous êtes en conformité avec le droit français, tout est légal. Par contre, si le salarié conteste, c'est sûr et certain qu'il aura gain de cause auprès d'une juridiction européenne en demandant finalement le report de ses congés. Parce que le droit européen prime sur le droit français. Donc la France, vous serez condamné effectivement à lui rajouter de nouveaux séjours de congés. Et le droit français est condamné régulièrement à se mettre en conformité, mais le droit français ne le fait pas encore.
C'est un des points sur lesquels les juges n'ont pas encore décidé de revenir sur leur législation. Donc effectivement, si vous voyez que le salarié est récalcitrant, admettons que vous lui dites bah non, tu étais en congé, c'était congé, moi ton arrêt, je ne prends pas compte. Vous voyez que ça peut potentiellement aller au prud'homme, ben, réfléchissez peut-être à finalement quand même lui reporter ses jours de congé pour éviter un contentieux. Même si, je vous l'accorde, saisir la Cour de justice européenne, ce n'est pas tous les jours que ça se fait non plus, mais en tout cas, légalement, vous êtes en droit de ne pas reporter les jours. Sachant que si maintenant le salarié est en congé et en maladie, il touchera bien sûr sa rémunération pour les congés, mais en plus de ça, il touchera aussi les IJSS de la sécurité sociale. Souvent, on ne le sait pas, mais un salarié en congé et en maladie aura plus de salaire que s'il était simplement en congé parce qu'il reçoit encore la portion de la Sécu en plus. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, on a dépassé de 5 minutes le temps accordé aux questions-réponses, donc je vous laisse éventuellement poser vos questions dans le chat pour y répondre. J'en profite encore rapidement, ce n'était pas prévu dans la présentation, mais un point qui est revenu de manière assez fréquente, c'est que sur le nouveau congé paternité, absolument, ce qu'il faut retenir, c'est que les 4 jours obligatoires de prise au départ du congé de paternité, pardon, il faut absolument que vous forciez votre salarié à les prendre. La sécurité sociale ne remboursera pas l'indemnisation du congé paternité si le salarié ne prend pas ces 4 jours directement après la naissance. Vous avez les 3 jours du Code du travail et ensuite, en principe, après la naissance, vous avez ces 4 jours obligatoires pendant lesquels le salarié n'a pas le droit de travailler. Avant le nouveau système, généralement, on pouvait prendre son congé paternité un peu plus tard. Là, c'est vraiment important. Même s'il prend le reste du congé paternité plus tard, il faut absolument prendre les 4 jours dès la naissance. Sinon, vous ne serez pas indemnisé de la totalité du congé paternité du salarié. Et donc, c'est l'employeur qui devra malheureusement verser le complément de sa poche. Donc, on le voit encore, ce n'est pas toujours effectué. Il faut vraiment penser à le faire. La Sécu ne vous prévient pas, sauf que vous ne recevez pas l'indemnisation. Voilà pour cette petite précision. Alors, je consulte le chat. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions suite à la présentation. J'ai plus qu'à vous remercier de votre présence aujourd'hui et à tous les webcafés précédents. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une actualité sans doute très intense avec les nouvelles élections qui arrivent et potentiellement une nouvelle majorité ou une nouvelle réorganisation au niveau du gouvernement. Je remercie tous les participants des précédents webcafés. C'est moi qui ai l'honneur de clôturer, mais bien entendu, il y a toute une équipe derrière. Et merci encore une fois à tout le monde et merci à vous pour les retours que vous nous faites toujours très positifs sur les webcafés. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Au revoir.